Merci beaucoup. Je voulais remercier d'emblée déjà tout le comité d'organisation en effet de ces agites pour m'avoir invité à vous parler de la dengue ici. Alors donc moi oui, je suis infectiologue à Marseille et je travaille aussi au sein de l'unité des virus émergents, donc qui héberge le CNR des arbovirus. D'où voilà le fait que je vais vous parler de ça. Alors le titre est un petit peu ambitieux, hein, actualité épidémiologique et thérapeutique. Donc bien sûr j'ai dû faire des choix parce que voilà c'est un sujet extrêmement large et passionnant et on pourrait y passer des heures, mais voilà. Donc j'ai choisi de vous parler de trois thématiques principales, bien sûr un peu d'épidémiologie et puis surtout les nouveaux outils qu'on a maintenant de surveillance génomique, parce que jusqu'à présent on parle beaucoup de sérotypes dans la dengue, mais en fait on peut aussi faire de la surveillance génomique et ça peut aider parfois à retracer en tout cas l'origine de certaines épidémies. J'avais aussi envie de vous parler des aspects cliniques et des facteurs de risque de forme sévère, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe dans la gestion des malades au quotidien, et puis c'est le sujet aussi d'un projet qu'on est en train de mener et dont André Cabier est l'investigateur principal. Et puis quelques perspectives sur le plan thérapeutique. Alors je ne vais pas vous annoncer de révolution, hein, c'est très très préliminaire encore et ça pose plein d'autres questions supplémentaires, mais voilà. Bon, un petit point épidémiologique, je pense que cette courbe vous l'avez tous vue, hein, c'est le point de la PAO 2024 sur l'explosion, vous voyez ici en rouge, des cas de dengue en 2024 sur la région des Amériques, hein, comparé aux 5 années précédentes. Globalement, il y a vraiment une épidémiologie très explosive sur 2024. Alors quand on compare à l'Asie, par contre, c'est pas toujours forcément la même situation, hein. Ça, c'est une des problématiques aussi de la dengue, c'est qu'en effet, en fonction des territoires, en fonction des populations auxquelles on s'intéresse, on n'a pas toujours les mêmes profils épidémiologiques. Là, je vous ai montré juste pour la région Asie du Sud-Est de l'OMS. En Thaïlande, par contre, sur l'année 2024, on est à peu près dans la moyenne par rapport aux autres années épidémiques. Par contre, en Indonésie, ça a été aussi pas mal médiatisé. En 2024, il y a eu 3 fois plus de cas qu'en 2023, une mortalité plus importante, et une certaine submersion des services de santé là. Donc, c'est compliqué l'épidémiologie de la dengue et on est loin encore d'avoir tout compris sur les déterminants de tout ça. Alors, quelques exemples de travaux. Donc ça, c'est un travail justement que j'aime bien montrer parce que c'est un exemple de collaboration entre le CNR des arbovirus et puis les territoires justement d'outre-mer. Donc c'est de faire de la surveillance génomique pour essayer d'identifier comment circulent les différents sérotypes et comment les épidémies naissent. Donc ça, c'est un travail sur vraiment l'épidémie 2023-2024. On a fait de la génomique sur les sérotypes de dengue 2 qui ont circulé à la fois aux Antilles, en Guyane, à La Réunion, et puis au sein des cas donc, de clusters de dengue autochtones, puisque vous savez qu'en France métropolitaine aussi, maintenant, on a de plus en plus de clusters autochtones. Et ce qu'on a trouvé, en gros, c'est qu'il y a un lignage majeur qui est responsable de l'épidémie des Antilles sur cette période-là. Que c'est un lignage, là, c'est ce qui circulait en 2023. En fait, il avait émergé en fin 2022 en Guadeloupe. Et puis qu'en fait, tous les dingues 2 de France métropolitaine, ils étaient du même clade que le lignage de dingue 2 des Antilles. Donc a priori, c'est vraiment des introductions à chaque fois plutôt par les Antilles. C'était le même clade en Guyane française. Et par contre, tout ce qui circulait, c'est ce qu'on voit ici sur cet arbre, hein, ce qui circulait à La Réunion, c'était vraiment des souches différentes, alors que les quelques souches de clusters autochtones ici, elles sont vraiment au milieu des souches qui viennent plutôt des Antilles. Donc voilà, un autre exemple ici sur l'île de La Réunion, ils ont fait un petit peu la même chose, sauf qu'ils ont repris une période beaucoup plus importante. Ils ont analysé des séquences sur 10 ans en fait à La Réunion, avec différents sérotypes en plus. Et eux, la conclusion, alors là je vous ai montré juste un petit arbre sur la période 2017-2020, mais en gros ils ont une très très grande diversité de souches, et probablement parce qu'en fait il y a des réintroductions multiples à La Réunion de toutes les îles autour, hein. Vous avez des souches qui sont proches par exemple des Seychelles, et puis d'autres îles de l'océan Indien, parfois ça vient d'Inde, etc. Donc voilà, ça permet de regarder au-delà du sérotype un peu comment tout ça circule. On peut aussi se poser la question, et c'est bien que tout à l'heure Samuel ait parlé de forme hépatique sévère, parce que ça me permet de rebondir. Ça, c'est une étude qui a été faite en Nouvelle-Calédonie sur justement l'épidémie de 2016-2017 de dengue 1 en Calédonie. Ils ont eu énormément de cas de défaillance hépatique sur des dingues, et ils se sont posé la question de justement ce qui se passait. Est-ce que c'était dû juste au sérotype? Est-ce qu'on pouvait faire une différence en regardant le génome de ces virus pour voir s'il y avait une particularité? Donc ils ont comparé leurs souches de 2016-2017 et leurs souches de l'épidémie précédente, et notamment 2013-2014. Donc ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'on voyait bien une différence génétique entre ce qui circulait en 2016-2017 et en 2013-2014. Par contre, vous avez ici en bleu les cas de défaillance hépatique sévère. En fait, on n'arrivait pas du tout à les regrouper. Voilà, il n'y avait pas d'explication pour le coup. Il n'y avait pas de substrat sur la génomique virale, en tout cas, qui pouvait expliquer ces formes sévères. Et donc, voilà, je vous ai mis la phrase ici, mais en gros, ça souligne bien la complexité, quand on s'intéresse à la dengue, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a des formes sévères. Est-ce que c'est de la génomique? Est-ce que c'est l'immunité de l'hôte? Est-ce que c'est l'immunité ou alors les déterminants génétiques de l'hôte aussi potentiellement?
Donc si on continue sur les facteurs de risque de dingue grave, donc là il y a plusieurs travaux et notamment qui ont été menés par les territoires ultramarins. Donc ça c'est un travail qui avait été mené par Narcisse Elinga sur les enfants drépanocytaires. Donc c'est quelque chose qui est bien décrit maintenant. Ça c'était une étude rétrospective en Guyane et qui montrait, qui a cherché à regarder l'impact de la drépanocytose sur le pronostic et en fonction du type de drépanocytose chez des patients hospitalisés. Et ce qui ressort, c'est que c'est les drépanocytaires, mais surtout les drépanocytaires SC qui font des formes sévères, plus souvent avec des syndromes de défaillance multiviscérale ou des complications pulmonaires. Pareil, on ne sait pas exactement pourquoi. Pour le moment, tout ça reste à investiguer. Je sais que Narcisse voulait essayer de continuer à comprendre ça. Mais voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Je baisse la voix des fois. Il y avait 57% de formes sévères chez les drépanocytaires SC versus 37% chez les SS. D'autres particularités épidémiologiques en fonction des épidémies, ça c'est la Réunion qui a décrit des cas de complications ophtalmiques particulièrement prévalentes pendant l'épidémie de 2020. Ils avaient beaucoup de formes, alors parfois en phase aiguë, puis parfois en phase post-infectieuse du VIH. Et donc ils ont fait une série descriptive de 28 patients, notamment avec l'équipe d'ophtalmologie là-bas, avec une moyenne de 9 jours après le début des symptômes. Des symptômes à type de scotum dans 71% des cas, des baisses d'acuité visuelle, des vraies maculopathies. Un traitement qui a consisté en une corticothérapie un peu parce que pas vraiment de recommandation et on ne savait pas trop quoi faire devant ces formes sévères. Et un pronostic avec quand même 53% de scotum et de baisse d'acuité visuelle persistante à 1 an. Donc ça pose aussi l'autre question qui est les syndromes post-infectieux et les séquelles quand on a une dengue aiguë. Une autre étude de la Réunion sur les facteurs de risque, 163 patients qui étaient inclus donc, dans la cohorte Carbo qui incluait des patients Réunion et Antilles. 23% de formes sévères, un décès. Et là, les facteurs retrouvés associés à la gravité, vous verrez qu'il y en a, voilà, c'est pareil, c'est dur un peu de faire le tri, et ça dépend probablement des territoires, mais là, ce qui était retrouvé, c'était l'origine Europe de l'Ouest, l'antécédent cardiovasculaire et un délai de consultation supérieur à 2 jours. Et ils ont fait aussi une autre étude un peu plus tard, ça c'était la cohorte Épidingue, qui retrouvait le diabète pour le coup comme facteur de risque de dengue sévère, y compris chez les femmes les moins de 65 ans. Et voilà, même en stratifiant sur tous les autres facteurs, c'était le fait d'être diabétique. Le fait d'être un homme et d'avoir des comorbidités était un facteur de risque de faire une défaillance d'organes aussi supplémentaire. Alors, je voulais vous parler aussi de dengue secondaire. Donc, André Cabier vous a bien sûr introduit voilà, ce qu'on pense de la facilitation anticorps dans la dengue, qui est quand même bien connu, bien décrit. En effet, il a cité Halsted, etc. Mais qui parfois est pas, peut s'avérer aussi pas toujours juste. Alors ça, c'est un papier de cette année qui a été publié par Taïwan, qui a justement essayé de re-regarder dans leur cohorte si eux, ils avaient des cas plus graves chez les dengues secondaires. Donc, vous voyez, ils ont pris beaucoup de patients, 357 cas de dengue secondaire et 3570 contrôles, hein, donc c'est une population large, qui avait des dengues primaires. Et donc ils ont appareillé tout ça sur les facteurs de risque, etc., pour regarder si vraiment la dengue secondaire, ça sortait comme un facteur de risque de dengue sévère. Et en effet, ils ont répondu oui. En gros, il y a un risque relatif ici, vous voyez, de 7,8% quand on fait une dengue secondaire par rapport à quand on fait une dengue primaire, de faire une dengue sévère. C'était surtout vrai dans la catégorie des 45-64 ans, parce que eux, dans cette étude-là, ils ont inclus des enfants et des adultes. Et surtout, ce qui est un peu plus intéressant, c'est qu'ils ont regardé l'intervalle entre les deux dengues, et globalement, ce qui sortait quand même, c'était que c'était le fait d'avoir fait une dengue plus de 2 ans après la première, qui sortait vraiment comme facteur de risque de dengue sévère. Donc ça va bien avec ce qu'on dit sur le fait que probablement la première année après une dengue, on garde une immunité un peu pansérotypique, et puis qu'après, avec le temps, on perd ces anticorps neutralisants contre les autres types de dengue. Et ils ont aussi regardé, parce que ça aussi c'est quelque chose d'assez fréquent qu'on voit dans la littérature, la séquence de dengue. Alors, ils n'avaient pas beaucoup de dengue 3 et ils avaient un peu moins de dengue 3 et dengue 4, mais en tout cas, ce qu'ils voyaient, c'était que c'était la séquence dengue 1 puis dengue 2, ou la séquence dengue 2 plus dengue 1 qui était la plus pourvoyeuse de dengue secondaire sévère. Voilà, et puis après ça, donc là on se dit oui, ok, c'est confirmé cette histoire de dengue secondaire, et puis en effet les essais vaccinaux, les échecs malheureusement vaccinaux nous orientent vers cette hypothèse-là. Et puis il y a ce papier-là qui a été un peu surprenant de cette année, qui est un papier indien, qui a regardé une population exclusivement pédiatrique, multicentrique, donc 619 enfants de 2 à 16 ans atteints de dengue en Inde dans 3 hôpitaux. Qui a fait donc quand même un nature médecine. Ils ont classé, eux, en dengue secondaire et primaire sur le ratio IgM-IgG.
Ils avaient une majorité de dingue 1 et 2, et au total, sur toute la cohorte, il y a 7 décès. Bon, voilà, c'est un petit nombre, hein, mais 5 primaires et 2 dingues secondaires. Mais surtout, ils ont regardé donc en détail un peu et par classe d'âge. Vous voyez qu'ici, vous avez tous les cas inclus. Vous avez 58% de dingues non sévères, 32% à peu près de dingues sévères. Et puis, quand vous regardez dans les primaires et dans les secondaires, vous avez à peu près la même proportion exactement de dingues sévères et de dingues avec signe d'alerte. Y compris chez les patients, ils ont regardé ceux qui étaient vraiment négatifs en précoce, enfin ceux dont on est sûr en gros qui sont vraiment primaires. Voilà, on avait même une proportion un petit peu plus grande. Ils ont regardé aussi ici par classe d'âge. Ici, vous avez le pourcentage de cas de dingue sévère. Donc, c'était majoritairement les enfants très très jeunes de moins de 1 an. Dans l'étude, avec forcément un peu plus de dingue primaire chez les moins de 1 an, mais ils ont quand même stratifié sur l'âge, etc. Il n'y avait rien qui ressortait. Ici, voilà, sur les enfants de moins de 1 an, vous avez 100% de dingue primaire. Mais après, quand on va sur les âges supérieurs, on est pareil sur des proportions à peu près égales entre primaire et secondaire. Chez les cas sévères, encore une fois. Ils ont même regardé du coup la neutralisation par sérotype chez ces patients, et là bon, bah, ça confirme un peu, disons pour être sûr et pour confirmer qu'ils étaient bien sur des dingues primaires et bien des dingues secondaires et qu'il n'y avait pas une erreur de classification, et a priori non, puisqu'en effet chez tous les primaires il n'y avait quand même pas beaucoup d'anticorps neutralisants, alors que chez tous les secondaires il y en avait beaucoup par sérotype à chaque fois. Voilà, donc c'est un petit peu perturbant. Ils ont même essayé de modifier le ratio IgM-IgG pour être sûr qu'ils ne s'étaient pas trompés, voilà, etc. Ils ont même, sur les enfants de moins d'1 an, il y a toujours cette hypothèse, cette vieille hypothèse des anticorps, du transfert d'anticorps passifs maternels potentiels. Donc ils le discutent un petit peu, mais ils disent qu'ils ne voient pas, en tout cas sérologiquement, ils n'ont pas plus d'anticorps chez ces enfants-là. Voilà, donc c'est juste interrogeant, parce que ça veut dire encore une fois que voilà, peut-être en fonction des territoires. Et l'autre chose aussi, c'est que quand même dans ce papier, justement, il n'y a pas du tout cette notion de délai. Comme il n'y a pas de données de clinique, c'est juste sur le ratio IgM-IgG, donc on n'a pas le délai entre la dingue primaire et la dingue secondaire, qui est ce qui ressortait quand même un petit peu dans le papier taïwanais d'avant. Donc voilà, il y a sûrement certaines limites. C'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même intéressant. Et puis y compris, ça peut aussi parfois refléter ce qu'on peut voir en pratique clinique, qui est que quand même, il y a des dingues primaires qui sont sévères, et donc la dingue secondaire n'explique pas tout, probablement dans l'histoire. Un petit mot juste sur dingue et transplantation d'organes. À partir de ce papier réunionnais qui rapporte des cas de dingue chez des patients transplantés rénaux sur l'épidémie de dingue de 2018 à La Réunion. Donc, ils ont regardé rétrospectivement tous leurs transplantés. Ils ont trouvé 6 dingues chez des receveurs peu après la transplantation, dont 4 à partir de 2 donneurs différents. Donc les 2 donneurs à chaque fois avaient fait une dingue. Alors je crois qu'il y en a un pour lequel il n'y avait pas une confirmation totale, mais voilà. Les patients, ils ont présenté thrombopénie cytolyse hépatique entre J5 et J12 post-transplantation. Un cas avec un choc hémorragique, ventilation mécanique, puis guérison, mais globalement, ils ont plutôt bien évolué. Mais ce qui est perturbant, c'est qu'un des donneurs avait bien fait une dingue symptomatique, mais avant le don, il s'était négativé dans le sang. Et l'autre chose un petit peu perturbante aussi, c'est qu'ici, donc il y a la question en gros du rein comme réservoir viral peut se poser, d'autant que ici vous avez l'excrétion urinaire chez 2 patients receveurs à distance de la greffe. Donc le J0 c'est le jour de la greffe, et puis vous avez le temps après. Et vous voyez ici que ces patients donc, qui sont positifs en PCR dans les urines au début, ils se négativent, et puis ici à 600 jours pour celui-là, et puis à 800 jours, plus de 800 jours même pour celui-là, ils se repositivent en PCR dans les urines. Voilà. Avec pas forcément des symptômes, mais ça pose quand même la question, chez ces patients-là particulièrement immunodéprimés, de la persistance virale et de peut-être que certains organes aussi sont plus à risque de transmettre. Mais on n'a pas beaucoup de données quand même sur ces populations-là de patients. Il y a cette petite série colombienne qui avait été publiée aussi il y a quelques années avec 20 patients, 7 formes sévères dont 5 décès, principalement des patients transplantés hépatiques et rénaux. Dont 3 transmis par le donneur, parce que bien sûr la dingue chez le transplanté, c'est pas toujours des transmissions par le donneur, ça peut être aussi des dingues bien sûr plus tard, mais voilà, avec des pronostics pareil, des petites séries, donc des pronostics pas encore très bien connus. Ici aussi une étude, oui je baisse la voix, une étude à Singapour sur pour le coup les transplantés de moelle osseuse, pareil, une toute petite série, hein, mais avec certains patients contaminés vraiment post-greffe immédiate, donc avec la question de potentiellement la transplantation comme vecteur aussi d'infection. Vous voyez ici les pronostics sur les patients, 78% de guérison, mais quand même 22% de décès sur ces dingues chez des patients greffés de moelle. Et du coup, ça me permet de faire un petit clin d'œil à ce travail guyanais tout récemment publié, qui justement fait une revue de la littérature sur
la prévention et voilà, et comment est-ce qu'on gère notamment les arboviroses dans la transplantation. Et donc il rappelle que les recos européennes, c'est a priori pour les territoires d'outre-mer de faire un dépistage en effet chez les donneurs, et s'ils sont positifs de reporter le don à au moins 28 jours. Voilà, chez les donneurs vivants, bien entendu, chez les donneurs décédés, c'est plus compliqué. Voilà. Et puis vous avez ici les recos pour les autres arbovirus. En France métropolitaine, il y a quand même eu un avis du Haut Conseil de santé publique sur cette problématique, puisqu'on a de plus en plus de cas autochtones, et donc on peut se poser la question dans les zones où ça risque de circuler de qu'est-ce qu'il faut faire. Pour le moment, on a estimé que ça ne circulait pas assez pour vraiment faire des recommandations sur le dépistage, et que voilà, sur le rapport, la balance bénéfice-risque, pour le moment, il n'y avait pas d'indication en France métropolitaine, en tout cas, à dépister et à reporter un don éventuel. Voilà. Donc c'est encore en suspens, en tout cas. Voilà, juste sur ces histoires de facteurs de risque de dengue sévère, c'est l'occasion de vous parler donc de LS Dengue, qui est coordonné par André Cabier, dont j'ai emprunté quelques diapositives ici. Donc c'est un projet multicentrique dont le kick-off meeting est la semaine prochaine, pour tout vous dire. Donc on est vraiment dans l'actualité. L'idée, c'est de se dire, vous voyez qu'il y a plein de questions sur la dengue, il y a de la génétique et de l'immunologie, il y a des réponses de l'hôte, etc. Et donc, en fait, sur les territoires d'outre-mer, on a tout ce qu'il faut pour étudier tout ça, puisqu'on a des populations diverses, on a des génotypes différents qui circulent, on a des origines aussi génétiques, même des populations qui sont différentes. Et donc, peut-être qu'on pourra essayer d'y comprendre quelque chose si on se met tous ensemble pour y arriver. Voilà, donc l'objectif principal, c'est d'identifier les facteurs déterminants de dengue grave pour améliorer la prise en charge et le pronostic des patients, bien entendu. Vous avez ici un panorama de tous les partenaires. Donc il y a 6 work packages, un work package préclinique, un work package virologique, un work package plus facteur de l'hôte, et puis de la coordination beaucoup, parce qu'en effet, on a donc la majorité, enfin, les territoires d'outre-mer et puis la métropole qui vont travailler ensemble. Vous avez ici le listing, je ne vais pas citer tout le monde, et puis de toute façon j'ai peur toujours d'oublier des gens, mais vous voyez ici tous les partenaires qui travaillent à cette étude, et vous les avez listés aussi ici. Ce sera peut-être l'occasion d'en discuter après. Un tout petit mot, donc maintenant je vais passer à la partie traitement pour vous expliquer les quelques développements qu'il y a eu. Alors bien sûr on a de l'espoir sur les traitements, mais il ne faut pas trop s'emballer. Alors, la première chose, c'est rigolo parce qu'au JNI j'avais fait un topo dingue comme ça, on m'avait posé la question à la fin de l'anticorps monoclonal, j'avais dit non, ça a l'air compliqué, etc. Et bien si, en fait, il y a bien des études qui sont faites sur les anticorps monoclonaux avec des actualités cette année. Donc un anticorps monoclonal qui a fait l'objet d'abord d'études précliniques, c'est des études précliniques dont je vais vous épargner les détails, mais voilà, très, très fondamentales sur trouver un épitope, etc., purifier l'anticorps, le rendre plus à fin, etc., et puis le tester d'abord chez la souris en montrant que quand même ça diminuait bien la virémie, ça augmentait la survie et ça diminuait les symptômes chez la souris pour les différents sérotypes. Donc ça, c'était les toutes premières études précliniques. Il y a eu après des études chez les primates non humains infectés avec de la dengue 2 qui montraient une petite efficacité sur l'ARN viral, mais avec quand même des questions sur les rebonds, etc. Enfin bon, voilà, avec différentes doses. Je vais vous épargner les détails de tout ça. Il y a eu ensuite une phase 1 quand même chez des patients adultes sains en Australie. Donc une étude de phase 1 de tolérance qui a montré une demi-vie de 32 jours pour cet anticorps. Il y avait 34 patients qui recevaient différentes doses et puis 6 qui recevaient un placebo. Et donc c'est une étude de tolérance, hein, c'est une étude de phase 1. Donc en gros, plutôt des effets de grade 1 et 2, 12% de grade 3, mais c'était des syncopes. Et puis quand même une petite préoccupation sur le fait qu'il y avait des lymphopénies profondes et puis qui étaient d'autant plus fréquentes sur les doses élevées. Et donc ce papier qui est sorti cette année, il y a un édito qui l'accompagne et qui pose un peu les bonnes questions parce qu'en effet, voilà, on n'a pas encore beaucoup de données, c'est un essai de tolérance pour le moment. Et donc la grande question quand on parle anticorps et dengue, c'est toujours la peur des anticorps facilitants quand même. Donc combien de temps on va être protégé avec ce potentiel anticorps monoclonal? Est-ce que si jamais les taux d'anticorps ils baissent trop, on ne va pas se retrouver avec des anticorps non neutralisants et donc on va se remettre dans une situation d'anticorps facilitant? Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on a assez d'anticorps pour neutraliser, y compris les patients qui ont des charges virales élevées, parce qu'on sait qu'a priori, justement, ceux qui vont faire des formes sévères, c'est plutôt ceux qui ont des charges virales élevées, donc c'est sur cela qu'on a envie d'être efficace. On a l'impression aussi déjà sur les données initiales que peut-être la neutralisation n'est pas tout à fait égale sur les différents sérotypes, donc qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et puis quand même, la lymphopénie, c'est un peu embêtant, voilà, dans un contexte de dengue où on sait que les patients peuvent être aussi déjà lymphopéniques, donc on va peut-être rajouter par-dessus. Et puis bien sûr, qui dit anticorps monoclonal dit la question du coût. Alors là, le laboratoire qui développe, c'est un laboratoire indien qui normalement est censé justement faire des molécules à bas coût, etc. Mais ça pose quand même la question dans les zones d'endémie de dengue de l'accès à ces thérapeutiques potentielles.
L'autre molécule, alors pour le coup, c'est vraiment un antiviral qui a été développé pour bloquer en gros deux protéines de la dengue, NS3 et NS4, dont l'interaction est nécessaire en gros pour créer de nouvelles particules virales. Voilà, donc c'est une molécule développée par Janssen. Ils ont d'abord fait JNJ 1702, puis ils ont fait maintenant 1802. Donc ça inhibe ces interactions-là. Ils ont d'abord testé chez la souris sur les 4 sérotypes, ça avait l'air de marcher. Vous voyez ici sur la survie des souris, donc la ligne là c'est avec la molécule, et puis ici c'est sans la molécule, sur les différents sérotypes de dengue. Et puis ici c'est sur la charge virale, on voit aussi qu'avec plus on a une dose de la molécule élevée, plus on diminue la charge virale. Voilà. Et ils ont démontré à peu près la même chose chez les primates non humains. Et ils ont fait aussi un essai de phase 1, où il n'y avait pas de choses majeures, 2 éruptions cutanées, mais voilà. Et donc en octobre 2023, Janssen a fait une grande annonce, on n'a toujours pas l'étude, en disant qu'ils sont en train de faire une phase 2 sur 10 pays, sur 30 sites, dont certains sites en Amérique, enfin dans la Caraïbe en tout cas, Puerto Rico notamment, etc. Et que c'est un essai de type placebo control human challenge. En gros, ça veut dire qu'il y a 2 groupes de patients, un qui donne la molécule, un qui ne la donne pas, et ils font après une infection expérimentale par un dengue 3 atténué. D'accord. Voilà. AJ5 du début du traitement. Et ce qu'annonce Janssen, mais encore une fois, on n'a pas du tout les données, c'est que ça aurait une activité antivirale confirmée et dose dépendante chez l'humain versus placebo. Donc c'est assez encourageant, sauf qu'un tout petit bémol quand même, qui vient de sortir juste là, c'est que nous au CNR, on a regardé, alors c'est pas moi du tout, hein, c'est les gens justement qui font de la génomique au CNR, ils ont regardé justement les souches de dengue 2 qui ont circulé dans les Antilles en 2023, et in vitro, cette molécule, elle marche pas très bien sur la réduction voilà, sur les virus. Et puis, a priori, cette faible sensibilité, elle serait liée à une mutation qui s'appelle V91A, qui est présente donc, sur les génotypes qui circulent ici, donc pas très loin de là où ils font l'étude. Hein. Voilà, et qui, voilà, donc, avec une corrélation a priori entre une sensibilité diminuée à la molécule et cette mutation. Donc voilà, ça veut dire prudence. Voilà, on a une molécule qui certes peut-être marche, mais qui ne va pas marcher sur toutes les souches, et puis sur laquelle il faudra peut-être après, si on fait une implémentation en vie réelle, surveiller aussi l'apparition de résistance, etc. Ça pose encore plein de nouvelles questions potentielles. Voilà, je vais m'arrêter là. Juste pour vous dire, pardon, que en gros, du coup, si on conclut un peu de tout ce qu'on a dit, la lutte contre la dengue, elle est probablement basée sur trois pieds. La première, c'est quand même améliorer les luttes antivectorielles. Et là, il y a des nouvelles méthodes. Il y en a plein, mais notamment il y a la méthode Wolbachia qui est assez prometteuse et qui se fait déjà notamment en Nouvelle-Calédonie, et qui a montré que quand même on avait des résultats intéressants. Il y a probablement le vaccin, et on attend avec impatience justement les recours HAS qui, on l'espère, vont être peut-être un peu plus ouvertes que ce qu'elles ont été dans leur première version. Et puis peut-être un traitement un jour, mais avec voilà, encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà. Et puis en dernier, je vous fais un peu de la pub juste pour ArboFrance, qui est le réseau français d'études des arbovirus. Si vous êtes intéressé aux arbovirus, n'hésitez pas à vous connecter, à regarder, et puis éventuellement à vous connecter même en visio au prochain colloque qui a lieu la semaine prochaine. Voilà. Merci de votre attention.